J'ai appris de la vie que la justice vient rarement gratuitement ou d'elle-même. Parfois, nous devons construire notre propre justice, goutte à goutte, jour après jour, avec la même patience que nous utilisons pour coudre un kilt, joignant soigneusement chaque pièce jusqu'à former quelque chose de plus grand, plus beau que les parties séparées. Bonjour, mes chers. Avant de commencer cette histoire qui touchera votre cœur, je veux vous demander de mettre un petit cœur sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos histoires. En premier, dites-moi dans les commentaires de quelle partie de ce vaste pays vous regardez. Je sais que des gens me regardent du Canada, du Royaume-Uni, même d'Australie. Pouvez-vous le croire? Maintenant, préparez votre cœur, car ce que je vais vous raconter aujourd'hui est une histoire que j'ai gardée pendant presque un demi-siècle. Très peu de gens la connaissent. C'est une histoire de douleur, mais aussi de rédemption. Vous savez, mon enfant, il y a des secrets que nous portons toute notre vie, enfouis si profondément dans notre poitrine que même nous ne les visitons pas tous les jours, mais vient un moment où nous sentons qu'il faut les raconter avant que le vent ne les emporte avec nous. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence de décennies. Regardez-moi, que voyez-vous? Une vieille dame de 86 ans, cheveux blancs comme du coton, mains ridées, marquées par le temps, dans une maison simple à Montdulot, dans le Lot, en Occitanie, et bien cette vieille dame que vous voyez a une histoire que personne n'imaginerait. Je m'appelle Éléonore Girard, mieux connue ici comme Mademoiselle Élie, ou Élie des Herbes, car je connais chaque plante médicinale de ces montagnes comme le dos de ma main. Je suis née en 1938, à une époque où les femmes n'avaient ni voix ni choix, où une fille valait moins qu'un veau, où notre fonction était simplement d'obéir d'abord à notre père, puis à notre mari. C'était le monde dans lequel j'ai grandi, fille de pauvres agriculteurs. J'aidais dans les champs depuis que je me souviens. Je n'ai étudié que jusqu'à la 3e année, car mon père disait qu'une femme n'a pas besoin d'éducation pour cuisiner, porter des enfants. Je me suis mariée jeune, à 16 ans, à Josué, un bon garçon, travailleur, d'une famille connue de la région. Ce n'était pas par amour. À cette époque, peu de gens avaient ce luxe, s'étaient arrangés par nécessité, par destin. Mais j'ai eu de la chance. Josué était différent de la plupart des hommes de ce temps. Il n'a jamais levé la main sur moi. Il me respectait, me traitait comme une égale. Nous travaillons ensemble sur notre petite ferme. Plantons du maïs, des haricots, des pommes de terre, élevant quelques poules, des cocons. Ce n'était pas une vie de richesse, mais c'était honnête. Tine, en 1957, je découvris que j'étais enceinte. Josué était si heureux qu'il parcourut le voisinage pour l'annoncer, partageant de l'eau de vie avec les amis, promettant une grande célébration à la naissance de l'enfant. Le 12 mai 1958, notre Claire vint au monde. Le nom parfait pour cette fille à la peau claire, aux yeux bleus, comme le ciel d'août, aux cheveux blonds, fins sur sa petite tête ronde. Ce furent les années les plus heureuses de ma vie. Claire grandit forte,
intelligente. À 4 ans, elle pouvait compter jusqu'à 20, reconnaissait toutes les lettres de l'alphabet, chantait les chansons que je lui apprenais pendant que nous travaillions ensemble. Josué l'adorait, lui donnant des tours sur son dos, la soulevant sur ses épaules pour qu'elle touche le ciel. Nous étions pauvres, mais heureux, si heureux que ça me faisait presque peur. Comme dit le vieux proverbe, le bonheur des pauvres ne dure pas longtemps. Le 23 septembre 1965, Josué partit travailler à la carrière où il avait obtenu un emploi pour compléter nos revenus. C'était un travail dangereux, mal payé, sans mesure de sécurité, mais il disait que ça valait la peine pour l'argent supplémentaire en euros. Avec ça, il pouvait acheter de meilleures fournitures scolaires pour Claire, qui rêvait d'avoir des cahiers neufs comme les enfants de la ville. Cet après-midi-là, pendant que je préparais le déjeuner, fredonnant pour moi-même, Claire jouant dans la cour avec des poupées de chiffon que j'avais faites, j'entendis des cris venant de la route. Je courus voir ce que c'était. Vis 3 hommes portant Josué sur une civière improvisée, son corps couvert de sang. Un gros morceau de rocher s'était effondré sur lui pendant qu'il travaillait. Il n'eut même pas le temps d'appeler à l'aide. Il mourut là, dans mes bras, me regardant dans les yeux. Ses derniers mots furent « Prends soin de notre Claire ». Le monde s'effondra autour de moi ce jour-là. À 27 ans, j'étais veuve avec une fille de 7 ans à élever, sans argent, sans travail stable, sans soutien. À l'époque, il n'y avait ni pension et ni aide sociale, ni assistance gouvernementale, d'aucune sorte. Une femme seule était vue comme un problème, une menace, un échec. Les voisins aidèrent au début, apportant un peu de nourriture, offrant du travail temporaire, mais la pitié a des jambes courtes, elle s'épuisa vite dans les premiers mois après la mort de Josué. Nous survécûmes comme nous pouvions. J'intensifiais le travail à la ferme, plantant ce que je pouvais vendre au marché local de Figeac. Claire, bien que jeune, aidait comme elle pouvait, chassant les oiseaux des cultures, allant chercher de l'eau au puits, s'occupant des poules la nuit. Je lui enseignais ce que je pouvais, utilisant les quelques livres que nous avions à la lumière d'une lampe à pétrole, car je voulais qu'elle ait des opportunités que je n'avais jamais eues. Mais c'était une vie dure, de plus en plus difficile. La sécheresse nous punissait, les plantes mouraient, l'argent des ventes achetait à peine de la farine de maïs, des haricots. Les gens commençaient à murmurer, disant que je devais trouver un autre mari rapidement, qu'une femme seule ne fonctionne pas, que j'élevais ma fille pour être une bonne à rien. Ces mots me blessaient comme des couteaux, mais je ravalais mes larmes continuais. C'est alors que Auguste apparut, le frère aîné de Josué. Il n'avait jamais été très présent, vivait en ville, travaillait comme vendeur dans un magasin de matériaux de construction, ne se montrait qu'aux événements familiaux importants. Quand Josué mourut, il vint aux funérailles, présenta ses condoléances, disparut à nouveau, mais maintenant, presque 8 mois plus tard. Il était de retour, debout à ma porte, un homme grand, aux épaules larges, cheveux clairsemés, moustache épaisse, un regard qui ne se fixait pas sur un point. Je suis venue remplir mon obligation familiale,
annonçatio, entrant sans attendre d'invitation. Un homme doit veiller sur les siens. Vous êtes ma famille maintenant que Josué est parti. Auguste avait environ 40 ans, jamais marié, ce qui était étrange pour les normes de l'époque. Certains disaient que c'était parce qu'il était trop exigeant, d'autres murmuraient qu'il avait un tempérament fort, qu'aucune femme ne pouvait le supporter. Il expliqua qu'il avait obtenu un transfert au travail, qu'il vivrait maintenant dans la ville la plus proche, Feigh-Eck, à 1 heure de marche de notre maison, qu'il était venu mettre les choses en ordre. Je confesse qu'au début, je ressentis du soulagement, un homme de la famille, prêt à aider, à protéger, à s'assurer que nous ne manquerions de rien. Ça semblait être la réponse à mes prières. Le curé, Père Étienne, quand il l'a pris, vint personnellement me dire que c'était la providence divine qui se manifestait, qu'Auguste remplissait le rôle chrétien de s'occuper des veuves, des orphelins. Claire, cependant, ne semblait pas partager cet enthousiasme dès le premier moment. Elle montra de la peur envers son oncle. Quand il s'approchait, elle s'éloignait. Quand il essayait de montrer de l'affection, ella se recroquevillait. Quand il apportait un cadeau, un bonbon, un ruban pour cheveux, elle remerciait avec une politesse froide, rangeait vite l'objet, comme s'il était contaminé. Qu'est-ce qui va pas? Homme petite, pourquoi agis-tu ainsi avec ton oncle qui ne veut que ton bien? Demandai-je une nuit en l'aidant à se préparer pour le coucher. Je n'aime pas la façon dont il me regarde. Maman, répondit-elle, sa voix si basse que je l'entendis à peine. C'est différent de la façon dont papa regardait. J'aurais dû prêter plus d'attention à ces mots, faire confiance à l'intuition pure, non filtrée de ma fille, mais j'étais si inquiète pour notre survie, si soulagée d'avoir quelqu'un pour aider, que je repoussais cette préoccupation au fond de mon esprit. C'est juste parce que tu n'es pas encore habitué à lui, dis-je, embrassant son front. Bientôt, tu verras qu'il est un homme bon, qui ne veut que notre bien. Une autre erreur. Combien d'erreurs une mère peut-elle faire avant qu'il ne soit trop tard? Auguste commença à apparaître les week-ends apportant des provisions de base, riz, haricots, farine, parfois un morceau de viande quand son salaire le permettait. Peu à peu, ces visites devinrent plus fréquentes jusqu'à ce que un jour il annonce qu'il avait loué une chambre en ville, mais qu'il serait plus pratique s'il pouvait rester avec nous dans la pièce du fond qui servait autrefois de garde-manger. Comcha, j'économise sur le loyer, je peux vous aider plus, expliqua-t-il avec ce sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Vous serez plus en sécurité avec un homme dans la maison. J'acceptai. Bien sûr, quel choix avais-je? Il payait déjà la plupart de nos dépenses, avait réparé le toit qui fuyait, avait mis une nouvelle clôture autour de la propriété. Les gens de la communauté commentaient quel homme honorable il était, s'occupant de la famille de son frère, décédé. Même le père Étienne le louait pendant les messes du dimanche. Les premiers mois de ce nouvel arrangement n'étaient pas bons, mais acceptables. Auguste gardait une certaine distance
respecter mon espace, traiter Claire avec une formalité qui, sinon chaleureuse, semblait au moins respectueuse. Il partait tôt pour le travail, revenait en fin d'après-midi, parfois apportant un petit pain de la ville pour Claire, un peu de tissu pour moi. Mais bientôt, les choses commencèrent à changer, si subtilement que, d'abord, je ne le remarquais même pas, d'abord vinrent les critiques sur ma façon de gérer la maison, des cuisiners, d'élever Claire. Tu es trop douce avec cette fille, disait-il. Tu vas l'élever pour qu'elle soit inutile, ainsi. Puis vinrent les contrôles. Combien je pouvais dépenser, où je pouvais aller, à qui je pouvais parler. Je paye les factures ici. J'ai le droit de savoir où va mon argent, justifiait-il. Et c'était vrai, il soutenait la maison. Comment pouvais-je me plaindre? Les changements dans son comportement envers Claire furent encore plus graduels, plus insidieux. Un toucher sur l'épaule qui durait un peu plus longtemps que nécessaire, un regard qui parcourait son petit corps en développement d'une manière qui me mettait mal à l'aise, des commentaires étranges sur comment elle devenait une jeune fille, qu'elle grandissait jolie. Claire, en retour, devint de plus en plus silencieuse, plus renfermée, la fille bavarde, joyeuse, qui chantait toute la journée, ouvrait à peine la bouche pour répondre quand on lui posait une question. Elle commença à éviter d'être seule avec son oncle à tout prix, trouvant toujours une excuse pour être près de moi. Partir quand il arrivait, je remarquais ces changements, bien sûr, mais que pouvais-je faire? Confronter Auguste signifierait risquer de perdre le seul soutien que nous avions, ou irions-nous, une femme seule avec un enfant, sans argent, sans soutien, qui nous croirait si nous disions quelque chose contre le gentil beau-frère qui se sacrifiait tant pour nous. Alors, je m'étusse, ravalais le malaise, déguisais la peur, essayais d'être toujours là quand Auguste était à la maison, ne laissant jamais Claire seule avec lui. C'était une veille constante, épuisante, qui me laissait les nerfs à vif, jusqu'à ce que ce jour arrive, le jour qui changea tout, qui divisa ma vie en avant et après, qui me transforma de la femme que j'étais en la femme que je devais devenir. C'était un jeudi, je me souviens parfaitement, novembre 1966, presque un an après qu'Auguste avait emménagé dans notre maison. La chaleur était étouffante, du genre qui fait scintiller l'air au-dessus de la terre sèche. J'étais partie au marché local de Figeac pour vendre du pain de maïs que j'avais fait. Claire avait une légère fièvre, rien de grave, mais assez pour que je la laisse à la maison se reposer. Auguste avait dit qu'il allait travailler comme tous les jours. Je serai bientôt de retour. Ma fleur, dis-je à Claire, embrassant son Francho. Repose-toi bien, bois l'eau d'herbe que j'ai laissée là. Quand je reviendrai, je ferai une belle bouillie pour toi. Elle me regarda avec ses yeux bleus, si semblables à ceux de son père, une ombre de peur passant à travers eux. Reviens vite, maman, promette, je promets, mon ange, avant que le soleil ne devienne fort, je serai de retour. Je partis avec le cœur lourd, une anxiété inexplicable m'accompagnant, alors que je marchais vers la ville. Le marché était plein. Ce qui était bon,
Ça signifiait que je vendrais tout rapidement. Je commençais à servir les clients, beaucoup déjà connus, qui venaient toujours acheter mon pain. Je ne sais pas ce que c'était l'instinct maternel, un pressentiment ou simplement la chance, mais je décidais de rentrer plus tôt que prévu, même sans avoir vendu tout le pain. Quelque chose en moi criait que je devais retourner à la maison. Auprès de Claire, le chemin du retour ne m'a jamais semblé si long. Je marchais aussi vite que possible, la sueur coulant sur mon visage, le cœur battant dans ma poitrine. Quand je vis enfin notre petite maison, je remarquais quelque chose d'étrange. La porte d'entrée que nous laissions toujours ouverte pour aérer était fermée. Il y avait un silence anormal, pas même le chant des oiseaux qui se perchaient habituellement dans le poirier de la cour. J'entrais sans faire de bruit, une peur irrationnelle me disant de ne pas annoncer mon arrivée. La maison semblait vide, mais j'entendis un son étouffé venant de la chambre de Claire. Ça ressemblait à des pleurs, des gémissements. Je ne pouvais pas distinguer. Je marchais sur la pointe des pieds jusqu'à la porte de la chambre, qui était entr'ouverte. Ce que je vis par cette fente glaça le sang dans mes veines, me paralysa pour un moment qui sembla durer une éternité. Auguste était là, sur ma fille, ma Claire, de seulement 8 ans, avec sa petite robe en calicot, relevée jusqu'à la taille, son visage rouge d'avoir tant pleuré, ses petits yeux fermés fort, comme si elle voulait disparaître. Et lui, même après tant de décennies, il est difficile de mettre des mots sur ce que j'ai vu. Comment décrire l'indescriptible? Comment nommer ce qui ne devrait pas exister? Le choc initial céda la place à une fureur que je n'avais jamais ressentie auparavant. C'était comme si chaque goutte de sang dans mon corps s'était transformée en feu. Un feu qui consumait tout, qui effaçait toute pensée rationnelle, toute peur, toute hésitation. Je saisis le premier objet que je vis, un pot en terre cuite qui se trouvait dans le couloir, me précipitai dans la chambre avec un cri qui semblait venir des profondeurs de la terre. Je le frappai de toutes mes forces sur la tête, 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que le pot se brise dans ma main, coupant mes doigts sans que je le sente même. Il tomba sur le côté, étourdi, du sang coulant d'une coupure sur son front, pendant un instant fugace. Je pensais l'avoir tué, ne ressentis pas une goutte de remords pour cela, mais il était fort, beaucoup plus fort que moi. En quelques secondes, il récupéra assez pour saisir mes poignets, me jetant contre le mur avec une telle force que l'air s'échappa de mes poumons. Femme folle, rugged, ill. Ses yeux, injectés de fureur, de désir. « Que crois-tu faire, monstre ?» criai-je en retour, essayant de me libérer, essayant d'atteindre Claire, qui était maintenant recroquevillée dans un coin du lit, tremblant comme une feuille dans le vent. Démon, comment as-tu pu faire ça à une enfant, à ta propre nièce? Il rite, mon Dieu, il le rite, un rire froid, vide de toute humanité. Et tu penses que quelqu'un te croirait? La veuve désespérée, soutenue par la charité de son beau-frère, contre moi, un homme respecté, travailleur, que tout le monde admire pour s'occuper de la famille de son frère,
J'essayais de me libérer à nouveau, de le frapper d'une manière ou d'une autre, mais il était beaucoup plus fort, d'un mouvement rapide. Il me gifla au visage avec une telle force que je vis des étoiles, puis une autre, encore une, jusqu'à ce que mes genoux cèdent. Je tombais au sol. Le goût métallique du sang dans ma bouche, c'est juste un avertissement, dit-il, ajustant ses vêtements, passant la main dans ses cheveux pour se recomposer. La prochaine fois que tu essaieras quelque chose comme ça, je ne m'arrêterai pas aux gifles. Et si tu penses à le dire à qui que ce soit, eh bien, ce serait dommage si quelque chose arrivait à la petite Claire, n'est-ce pas? Il quitta la chambre comme si rien ne s'était passé, comme s'il n'avait pas juste détruit la vie de ma fille, ma vie, tout ce que j'aimais, en quoi je croyais quand j'entendis la porte d'entrée claquer, indiquant qu'il était parti. Je me traînais jusqu'à Claire. Elle était encore dans ce coin, ses yeux vitreux, comme si son âme avait quitté son corps. Ne laissant qu'une coquille vide, je la pris dans mes bras, la berçant, comme quand elle était bébé, mes larmes tombant sur ses cheveux clairs, s'estfeigner, mon amour, murmurai-je, même en sachant que c'était un mensonge. Maman est là maintenant, il ne te fera plus de mal, mais il lui avait fait du mal, d'une manière qu'aucune étreinte, aucun mot de réconfort ne pouvait guérir, et la terrible vérité est que je ne pouvais pas garantir que cela n'arriverait plus. Auguste avait raison, qui nous croirait, qui nous aiderait contre lui. Cette nuit-là, après avoir réussi à faire dormir Claire avec une tisane de camomille assez forte pour garantir qu'elle n'aurait pas de cauchemar, je m'assis au bord du lit improvisé que j'avais fait pour moi sur le sol de sa chambre. Je ne dormirai plus séparée d'elle. Pas tant que ce monstre vivrait sous le même toit. Je passais des heures à réfléchir, à planifier, à considérer chaque option possible, fuir, sans argent, sans destination, sans personne pour nous accueillir, le dénoncer, à qui, à la gendarmerie la plus proche, le shérif était l'ami d'Auguste. Ils jouaient aux cartes ensemble le dimanche, l'église, le père Étienne qui louait tant l'esprit chrétien de mon beau-frère. Je commençais à comprendre ce que tant de femmes avant moi avaient découvert de la pire manière possible, que le monde n'était pas structuré pour nous protéger, que la justice était rarement de notre côté, que nous étions souvent seuls contre des systèmes entiers conçus pour faire taire nos voix. Mais je compris aussi quelque chose de plus profond, de plus primitif, qu'une mère acculée, une mère qui voit sa progéniture menacée et capable de choses qu'elle n'a jamais imaginées, que en moi il y avait une force que je ne savais pas exister, une détermination qui surmontait la peur, le doute, même la moralité conventionnelle. Cette nuit-là, je pris une décision. Nous ne fuirions pas, nous ne dénoncerions pas, nous ne supplierions pas d'aide. Cette nuit-là, je jurais sur la mémoire de Josué, sur l'avenir de Claire, sur ma propre âme, qu'Auguste paierait pour ce qu'il avait fait, pas d'un coup, pas rapidement, pas avec la miséricorde d'une mort rapide, mais lentement, douloureusement, d'une manière qui lui ferait comprendre exactement ce qu'il avait infligé à ma fille, l'impuissance, la douleur, l'humiliation. Il me fallait juste trouver comment l'opportunité vint 3 jours plus tard.
quand je trouvais le courage d'emmener Claire à l'unique endroit où je pensais pouvoir trouver une aide, la maison de Mademoiselle Zélie. Mademoiselle Zélie était une figure presque légendaire dans notre région, une femme noire d'âge indéfini qui vivait seule dans une petite maison au bord de la rivière, à environ 2 heures de marche de Figeac. Certains l'appelaient guérisseuse, d'autres sorcière, d'autres encore Enchuchotan, une enchanteresse. Ce sur quoi tout le monde s'accordait, c'était qu'elle connaissait les secrets des plantes comme personne, qu'elle pouvait guérir tout, d'une simple fièvre à des maladies que les médecins de la capitale avaient abandonnées. Je la connaissais superficiellement. J'étais allée chez elle quelquefois quand Claire était bébé, avait des coliques que rien ne semblait soulager. Elle m'avait donné une tisane qui fonctionnait comme par magie. Depuis lors, nous avions cultivé un respect mutuel, bien que je ne puisse pas appeler ça une amitié. J'attendis qu'Auguste parte au travail, prit Claire, qui avait à peine parlé depuis l'incident. Nous marchâmes en silence jusqu'à la maison de Mademoiselle Zélie. C'était une longue marche sous le soleil brûlant, mais chaque pas me donnait plus de certitude que c'était le bon chemin. Sa petite maison était simple, mur en torchis, toit de chaume, mais impeccablement propre. Organisé, la cour autour était balayée, des dizaines de plantes différentes poussaient dans des plates-bandes, bien entretenues, certaines que je reconnaissais, rue, basilic, romarine, d'autres complètement étranges pour moi. Mademoiselle Zélie était assise sur le seuil, comme si elle nous attendait, bien qu'il n'y ait aucun moyen qu'elle sache que nous venions. Je me demandais quand tu viendrais, Éléonore, dit-elle sans se lever, le malheur a sa propre odeur. Tu sais, on peut le sentir de loin. Je ne demandais pas comment elle connaissait mon nom. Je ne m'étais jamais présentée formellement les fois précédentes, ni ne questionnais comment elle semblait savoir que quelque chose de terrible s'était passé. Je sentis juste les larmes que j'avais retenues pendant des jours trouvés leur chemin. Entrez, dit-elle, faisant de la place pour que nous passions. L'enfant a besoin de soins, et toi aussi. À l'intérieur de la maison, l'air était frais, malgré la chaleur du jour, parfumé d'herbes séchées suspendues au plafond en petits bouquets. Mademoiselle Zélie indiqua un banc pour que nous nous asseyions. Elle a préparé une tisane sans que je l'aie demandé. Claire s'accrochait à moi, ses yeux encore vitreux. Son corps stendo. Elle n'a pas parlé depuis que c'est arrivé. Expliquai-je pendant que Mademoiselle Zélie mettait de l'eau à bouillir sur un poêle à bois. Elle mange à peine, dort à peine, et quand elle dort, elle fait de terribles cauchemars. La vieille dame hocha la tête sans se retourner. Le corps parle quand la bouche ne peut pas, répondit-elle énigmatiquement. Elle parlera quand elle sera prête. Dici là, nous devons soigner le corps, l'âme. Elle prépara 3 tasses de tisane avec des herbes différentes. Je pouvais le dire par l'odeur, la couleur. Elle m'entendit une autre qu'elle plaça dans les mains de Claire, qu'il accepta automatiquement. La troisième qu'elle garda pour elle, maintenant. Raconte-moi tout, demanda-t-elle, elle, s'asseyant devant nous sur un tabouret en bois bas. Ne cache rien. Ici, il n'y a pas de jugement, seulement une recherche de chemin.
et je racontais tout. De la mort de Josué à l'arrivée d'Auguste, les mois de tension croissante, jusqu'à cet après-midi terrible qui avait changé nos vies à jamais. Je parlais de ces menaces, de la peur que nous ressentions, du manque d'options que je voyais devant moi. Mademoiselle Zélie écouta tout en silence, sans montrer de surprise, d'horreur, comme si elle avait entendu des histoires comme celle-ci 1000 fois auparavant. Et peut-être l'avait-elle fait. Quand je finis, elle resta silencieuse longtemps, observant juste Claire, qui avait bu la tisane, semblait maintenant plus détendue, presque endormie. Que veux-tu, Éléonore demanda-t-elle. Enfin, ses yeux noirs fixés sur les miens. La justice, répondis-je sans hésiter. Quel genre de justice? Celle des hommes avec leurs lois écrites par eux. Pour eux, ou la justice plus ancienne, celle qui vient de la terre, du sang, de la douleur transformée en force. Je sentis un frisson parcourir ma colonne. Je savais exactement de quoi elle parlait. Bien que je ne l'ai jamais mise en mots auparavant, je veux qu'il paie. Dis-je enfin, pas avec une mort rapide, ce serait trop miséricordieux. Je veux qu'il souffre comme il a fait souffrir ma fille. Je veux qu'il perde tout ce qu'il valorise et sa force, son indépendance, son contrôle. Je veux qu'il soit à la merci des autres, impuissant, comme Claire l'était à sa merci. Mademoiselle Zélie hocha la tête, un petit sourire se formant sur ses lèvres fines. Alors ce sera un long chemin, ma fille, un chemin qui demandera de la patience, de la détermination, des sacrifices que tu n'imagines peu, être même pas encore... Es-tu sûr de vouloir le suivre? Je le suis, répondis-je, sans hésiter. Pour Claire, je ferai n'importe quoi. C'est pas seulement pour Claire, dit-elle, me surprenant, c'est aussi pour toi, pour la femme que tu étais, pour la femme que tu es, pour la femme que tu deviendras. La vengeance est un voyage personnel. Éléonore, ne te leurre jamais en pensant que c'est juste pour les autres. Je restai silencieuse, absorbant ces mots, sachant au fond de mon cœur qu'ils étaient vrais. Ce n'était pas seulement pour Claire que je voulais la justice, c'était pour moi, pour ma propre douleur, pour ma propre colère. Vous pouvez rester ici, dit mademoiselle Zélie, changeant de sujet. La pièce du fond est vide. Je ne reçois pas souvent de visiteurs, mais quand je le fais, je suis préparée. Il nous cherchera, avertis-je. Il n'abandonnera pas facilement. Qu'il cerque, haussa-t-elle les épaules. Cette maison a ses propres protections. Tant que vous êtes ici, vous êtes aussi sous ma protection. J'acceptais son offre avec gratitude après avoir installé Claire, qui dormait déjà profondément grâce à la tisane de mademoiselle Zélie. Je retournai dans la pièce principale où la vieille dame était encore assise, épluchant maintenant des racines que je ne reconnaissais pas. Que dois-je faire maintenant? Demandai-je, me sentant perdue malgré ma détermination. Maintenant, tu apprends, répondit-elle simplement, apprends. Sur les plantes, sur leur pouvoir, sur comment elles peuvent guérir, comment elles peuvent nuire. Apprends sur la patience, sur le temps, sur la transformation. Apprends à voir au-delà de l'évident,
au-delà de l'immédiat. Et ainsi commença mon apprentissage avec mademoiselle Zélie. Pendant la journée, je m'occupais de Claire, qui commençait lentement à se rétablir, d'abord avec de petits sourires, puis avec des mots isolés, finalement revenant à parler normalement, bien qu'elle ne soit plus jamais la fille insouciante d'avant. La nuit, après que Claire dormait, je m'asseyais avec mademoiselle Zélie dans la cour, sous la lumière des étoiles. J'apprenais, elle me montrait des plantes, expliquait leurs propriétés, m'enseignait comment les récolter à la bonne face de la lune, comment les sécher correctement, comment faire des teintures, des tisanes, des onguents, d'autres préparations. Chaque plante a un esprit, Éléonore, me disait-elle, tenant une feuille contre la lumière de la lune. Certaines guérissent le corps, d'autres l'âme, d'autres encore peuvent guérir ou nuire, selon comment elles sont utilisées, combien on en utilise, comment elles sont préparées. J'appris sur le robinier, dont l'écorce préparée d'une certaine manière cause une paralysie progressive, sur l'herbe à sonnette. Esqui en dosis minimes provoque une faiblesse sans tuer sur la scie aquatique, dont le poison peut être manipulé pour causer des dommages à long terme, sur la langue de serpent que les pêcheurs utilisent pour étourdir les poissons, mais qui, chez les humains, provoque des symptômes neurologiques persistants. Lorsqu'elle est utilisée chroniquement, ce n'est pas seulement empoisonné. Expliquait mademoiselle Zélie en broyant des graines dans un vieux mortier en bois. N'importe quel idiot peut tuer avec un poison fort. L'art est dans la transformation, dans le changement lent, dans le fait de faire trahir le corps par lui-même, dans le fait de faire ressentir à la personne dans sa chair ce qu'elle a causé aux autres. J'appris aussi sur la magie populaire, les prières, les travaux spirituels qui complétaient l'effet des herbes. Mademoiselle Zélie mélangeait des connaissances amérindiennes, africaines, européennes dans une synthèse unique, une sagesse ancestrale que peu comprenaient, respectaient. Les Blancs appellent ça de la sorcellerie, disait-elle avec un sourire ironique, mais c'est juste un savoir qu'ils craignent parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Le savoir des femmes, le savoir des Noirs, le savoir des pauvres, trois choses que le monde essaie d'écraser, mais qui résistent génération après génération. Pendant ce temps, Claire s'améliorait peu à peu. Pendant la journée, mademoiselle Zélie lui enseignait des choses simples, comme reconnaître les plantes comestibles, fabriquer de petits artisanats avec de la paille, raconter des histoires anciennes. Claire la suivait partout, comme un caneton suivant sa mère, buvant ses mots, ses enseignements, trouvant de la sécurité dans cette femme qui semblait si différente de tout ce qu'elle avait connu auparavant. Elle les donne, me dit mademoiselle Zélie une nuit, pointant Claire, qui dormait, je le vois dans ses yeux, dans la façon dont les plantes répondent à son toucher. Quand elle sera plus grande, si elle le veut, elle pourrait suivre ce chemin. Pendant que j'apprenais Planyface, je ne cessais de penser à Auguste. Je savais qu'il nous chercherait. Furieux que nous ayons fui,
inquiet de ce que nous pourrions dire. En effet, nous apprîmes par des voisins qui visitaient occasionnellement Mademoiselle Zélie qu'il avait répandu l'histoire que nous avions fui comme des ingrates après tout ce qu'il avait fait pour nous. Il disait à tout le monde que nous étions déséquilibrés, que Claire était une fille problématique avec trop d'imagination, que j'étais une veuve hystérique qui ne pouvait accepter l'autorité masculine. Certains le croyaient, bien sûr. C'était un homme, après tout, avec un emploi stable, une réputation dans la communauté. D'autres étaient soupçonneux, surtout des femmes qui avaient vu les regards qu'il lançait aux jeunes filles, mais elles ne disaient rien ouvertement. La peur, le silence étaient les vraies maladies de cette époque. De ce lieu, après 6 mois chez Mademoiselle Zélie, quand Claire était plus rétablie, que j'avais appris assez pour commencer mon plan, je pris une décision qui surprit même la vieille guérisseuse. Je retourne, annonçai-je une nuit, alors que nous préparions une infusion d'herbe pour un voisin avec des problèmes d'estomac. Et retourner où Éléonore, demanda-t-elle, bien que ses yeux me disaient qu'elle connaissait déjà la réponse chez lui, chez Auguste. Mademoiselle Zélie posa le mortier qu'elle tenait, mais fixa Longcamps. Pourquoi vous êtes en sécurité ici? Claire va mieux, tu apprends un métier qui peut vous soutenir toutes les deux, parce qu'il doit payer, répondis-je simplement. Et pour ça, je dois être près de lui, je dois avoir accès à sa nourriture, à sa boisson, à ses affaires personnelles, je dois regagner sa confiance, le faire baisser sa garde, c'est dangereux, avertit-elle. Il pourrait vous faire du mal à nouveau, à Claire. Claire restera avec vous, dis-je. Y ayant déjà pensé, je lui dirai qu'elle est avec des parents éloignés, qu'elle ne reviendra que lorsque je serai sûre qu'il la traitera bien. Pendant ce temps, je continuerai à vous rendre visite, apportant ce dont nous avons besoin pour le plan, apprenant plus. Mademoiselle Zélie resta silencieuse longtemps, observant juste, mesurant ma détermination, mon courage. Tu es plus forte que tu n'en as l'air. Éléonore, dit-elle, infine, mais il y a aussi une obscurité en toi. Une obscurité que ce chemin ne fera qu'alimenter. Es-tu sûre de vouloir ça? Je le suis, répondis-je sans hésiter. Certaines choses doivent être faites, quel qu'en soit le coût. Elle hocha la tête, comme si elle s'attendait déjà à cette réponse. Alors préparons ce dont tu auras besoin. Ce ne sera ni facile, ni rapide. Ça pourrait prendre des années avant que les effets soient visibles, encore plus d'années, jusqu'à ce qu'ils soient complètement transformés. J'ai tout le temps du monde, répondis-je, sentant un calme étrange m'envahir. Chaque jour d'attente vaudra chaque moment de justice à la fin. Dans les semaines suivantes, nous préparâmes tout soigneusement. Mademoiselle Zélie m'apprit à faire un mélange spécial utilisant diverses plantes soigneusement dosées qui produiraient les effets désirés progressivement, si progressivement que ça semblerait une maladie naturelle, quelque chose qu'aucun médecin de l'époque ne pourrait correctement diagnostiquer. Commence avec des doses minimes, mistruisitelle, si petites qu'elles ne causeront aucun effet immédiatement perceptible, augmente lentamente. Semaine après semaine, mois après mois, le corps doit s'habituer au poison, l'incorporer doucement, sans rejet violent,
nous préparâmes de petits sachets d'herbes que je pouvais facilement cacher des flacons de teinture déguisés en médicaments courants, des poudres qui pouvaient être mélangées à la nourriture sans altérer significativement le goût. Mademoiselle Zélie m'a appris à masquer le goût amer avec des épices fortes, à choisir des aliments qui masqueraient naturellement la présence de notre ingrédient spécial. Pendant ce temps, Claire s'habituait à l'idée que je partirais temporairement. C'était la partie la plus difficile pour moi, voir la peur revenir dans ses yeux, l'insécurité, le sentiment d'abandon. Je promets de revenir aussi souvent que possible, dis-je. J'ai la serrant fort la veille de mon départ. Un jour, quand tout sera fini, nous serons à nouveau ensemble pour toujours. Peut-il encore me faire du mal? Demanda-t-elle à voix basse, les yeux fixés sur le sol. Non, mon amour, répondis-je fermement. Il ne te fera plus jamais de mal. Mademoiselle Zélie veillera sur toi. Je m'occuperai de lui. D'une manière qu'il ne puisse plus jamais faire de mal à personne. Je ne sais pas si elle comprit pleinement ce que je voulais dire, mais elle sembla se calmer. Le lendemain matin, je dis au revoir à Claire, à Mademoiselle Zélie, emportant avec moi un petit baluchon avec quelques vêtements soigneusement cachés et les ingrédients de mon plan de justice. Le chemin de retour vers ce qui avait été notre maison, la mienne, celle de Claire, ne m'a jamais semblé si long. À chaque pas, je questionnais ma décision, mon courage, ma santé mentale. Étais-je vraiment prête à retourner sous le même toit que ce monstre, à feindre la soumission, à endurer ses regards, ses mots, peut être même, c'est toucher tout cela au nom d'une vengeance qui prendrait des années à se matérialiser. Mais ensuite, je me souvenais du petit visage de Claire cet après-midi-là, de la terreur dans ses yeux, de la manière dont elle s'était refermée pendant des semaines après l'incident. Ma détermination se renouvelait. Certaines choses sont pires que la mort, pire que la souffrance physique. La destruction de l'innocence d'un enfant en est une... Elle méritait une punition à la hauteur. Quand j'atteignis enfin la maison, c'était déjà la fin de l'après-midi. Je savais que Auguste rentrerait bientôt du travail. Yentrae, utilisant la clé que j'avais encore. La maison semblait exactement comme nous l'avions laissée. Il y a des mois, sauf pour la couche de poussière qui couvrait tout. La vaisselle sale, empilée dans l'évier, les bouteilles d'eau de vie vides éparpillées sur le sol, sans Claire à soigner, sans moi pour nettoyer, cuisiner. Auguste avait apparemment laissé la maison se détériorer progressivement. Cela me donna une petite satisfaction, sachant qu'il avait besoin de nous plus qu'il ne voulait l'admettre. Je commençais à nettoyer, voulant être occupée quand il arriverait, voulant paraître utile, nécessaire. J'étais en train de balayer le salon quand j'entendis ses pas sur le porche, le grincement de la porte qui s'ouvrait. « Quel diable » murmura-t-il. En me voyant, je forçai l'expression la plus humble possible, baissant les yeux, comme je l'avais vu tant de femmes faire avant. Je suis revenue. « Auguste » dis-je à voix basse, « si tu veux encore de moi ». Il resta dans l'embrasure de la porte un long moment, m'étudiant, essayant de comprendre si c'était un piège. « Où est-ce la file ?» demanda-t-il enfin,
Claire est avec des parents mentigent facilement, des cousins éloignés de Josué qui vivent en Tarn-et-Garonne. J'ai pensé que c'était mieux, ainsi pour l'instant, jusqu'à ce que les choses entre nous aillent mieux. Il sourit, ce sourire qui me donnait des frissons. Donc tu as réalisé que tu n'avais nulle part où aller, n'est-ce pas? Que personne ne veut d'une veuve sans le sou avec un enfant à élever. Je ravalais mon orgueil, ma colère, tout ce que je ressentais, hochais la tête docilement. Tu avais raison, Auguste, j'ai été ingrate. Après tout ce que tu as fait pour nous, Claire a eu des cauchemars, a inventé des histoires, tu sais comment sont les enfants. Je l'ai cru, j'ai agi impulsivement, mais maintenant je vois que j'avais tort. Il hérite un rire de triomphe, de supériorité. C'était exactement ce que son ego voulait entendre. Qui j'avais tort, qu'il avait raison, que j'avais réalisé ma place. Et qu'est-ce qui te fait penser que je te reprendrai des mandati croisant les bras après cette scène ridicule que tu as faite et mattaquant en m'accusant de choses absurdes, je n'ai nulle part où aller, répondis-je, gardant les yeux baissés. Je dors dans une grange, fais du travail lourd pour presque rien. Les parents qui ont pris Claire n'ont pas les moyens de m'accueillir aussi. Il s'approcha, soulevant mon menton d'une main rude, me forçant à regarder dans ses yeux. Et que serais-tu prête à faire pour revenir J'ai senti mon estomac se retourner, mais je gardais une expression neutre. Tout ce qui est nécessaire, je serai la belle-sœur que tu mérites d'avoir. Je m'occuperai de la maison, je cuisinerai, laverai tes vêtements, je serai obéissante. Les derniers mots semblèrent lui plaire particulièrement. Il sourit encore, relâchant mon menton d'un mouvement brusque. Tu dormiras dans la pièce du fond, déclara-t-il, et tu devras travailler dur pour compenser les mois où tu m'as laissé seule dans cette maison, compris? Oui, Auguste, répondis-je, ressentant une petite victoire initiale. Merci pour cette seconde chance. Il haussa les épaules, se dirigeant déjà vers la cuisine. Y a-t-il quelque chose à manger? J'ai faim. Je vais préparer quelque chose tout de suite, répondis-je, le suivant. Et ainsi commença la deuxième phase de mon plan. Pendant les premiers jours, j'étais extrêmement prudente. Je nettoyais la maison de fond en comble, cuisinais les plats préférés d'Auguste, lavaille, repasser ses vêtements comme jamais auparavant, tout pour gagner sa confiance, le faire baisser sa garde. Louis, de son côté, était prudent au début. Il m'observait avec suspicion, vérifiait la nourriture avant de manger, comme s'il craignait que je l'empoisonne ouvertement. Ironique, n'est-ce pas? Il n'avait pas complètement tort. Il n'imaginait simplement pas la subtilité de mon plan. Peu à peu, ça, vigilance diminuant, ma soumission apparente, mon dévouement aux tâches ménagères, mon attitude docile le convainquirent qu'il avait gagné, qu'il avait dompté la veuve rebelle. Son ego était trop grand pour envisager que je pourrais feindre. C'est alors que je commençais à mettre en œuvre le plan, d'abord avec des doses minimes de la préparation spéciale, si
petite, qu'elle ne causait aucun effet immédiatement perceptible. Je les mettais dans l'eau de vie qu'il buvait tous les soirs, dans son café du matin, finalement dans les haricots qui cuisaient pendant des heures, dont la saveur forte déguisait toute amertume une fois par semaine. Je partais disant que j'allais rendre visite à Claire, ce qui était vrai. Je passais la journée chez mademoiselle Zélie, racontant à ma fille des histoires inventées sur comment les choses s'amélioraient, sur comment un jour elle pourrait revenir, tout en rapportant à la vieille guérisseuse les progrès de notre plan, récupérant plus de provisions. Dans les premiers mois, il n'y avait aucun changement perceptible chez Auguste. Il restait le même homme fort, dominateur, parfois violent, bien que pas aussi violent qu'avant ma fuite, peut être craignant que je disparaisse à nouveau. C'est vers le 6e mois que les premiers symptômes commencèrent à apparaître, subtils, presque imperceptibles pour quiconque ne les cherchait pas. Un léger tremblement dans ses mains lorsqu'il tenait une fourchette, une perte occasionnelle d'équilibre en se levant trop vite, une fatigue plus prononcée après le travail. « T'es tout bien ?»« Ah, Augustin ?» demandai-je un jour avec une fausse inquiétude, quand je l'entendis laisser tomber la cuillère pendant le dîner. « Bien sûr que oui !» répondit-il, irrité. « Je suis juste fatigué. Le travail au magasin a été lourd. Peut-être devrais-tu te reposer plus, suggérais-je, servant un peu plus de haricots dans son assiette, des haricots soigneusement assaisonnés avec mon ingrédient spécial. Tu n'es plus aussi jeune qu'avant. » Il me lança un regard irrité. Il détestait toute mention de son âge, mais ne répondit pas. Continua juste à manger, ne sachant pas que chaque bouchée le rapprochait d'un pas du destin que j'avais planifié pour lui. Alors que les mois se transformaient en années, les symptômes s'intensifièrent progressivement. Le tremblement dans ses mains devint plus prononcé, au point qu'il commença à renverser des boissons en essayant de verser un verre. La fatigue s'approfondit, le faisant rentrer du travail de plus en plus épuisé. Il commença à avoir du mal à marcher sur de longues distances, devant s'arrêter, se reposer plusieurs fois sur le chemin entre la maison. La ville, ce doit être du rhumatisme, dit le pharmacien de la ville, que Auguste consulta finalement. C'est courant chez les hommes de votre âge, surtout ceux qui ont travaillé dur toute leur vie. Auguste commença à prendre divers médicaments prescrits par le pharmacien, par le médecin itinérant, qui passait dans la région tous les quelques mois par des guérisseurs locaux qui promettaient des remèdes miraculeux. Aucun ne fonctionnait, bien sûr. Comment le pourrait-il si je continuais, jour après jour, à nourrir la maladie qui le consumait lentement? L'ironie ne m'échappait pas. Plus il tombait malade, plus il devenait dépendant de moi, plus il me faisait confiance pour préparer ses médicaments, ses repas, tout ce qui devrait le guérir, mais qui, entre mes mains, n'accélérait que son déclin. Au 3e an, après mon retour, Auguste perdit son emploi. Il ne pouvait plus rester debout longtemps. Ses mains tremblaient trop pour organiser les marchandises sur les étagères. Sa mémoire commençait à défaillir. Le propriétaire du magasin, réticent mais pragmatique,
le licencia avec une petite compensation en euros pour ses années de service. Ce fut un coup terrible pour lui. Son identité était profondément liée à son travail, à sa capacité d'être le pourvoyeur, l'homme de la maison, maintenant. Il était confiné à la maison, dépendant du petit jardin que je cultivais, du travail de couture que je commençais à faire pour les voisins, des aumônes déguisées en cadeaux que certains connaissances apportaient occasionnellement, que m'arrive-t-il, Éléonore, me demanda-t-il une nuit, sa voix tremblante, non pas d'émotion, mais des mêmes tremblements qui affectaient maintenant tout son corps. Pourquoi rien ne fonctionne? Pourquoi ça ne fait qu'empirer? Je ne sais pas, Auguste. Mentis, l'aidant à s'installer dans le lit, ajustant des oreillers derrière son dos pour qu'il soit plus à l'aise. Mais je suis là pour m'occuper de toi. Je trouverai quelque chose qui aide, je le promets. Et je continuais à aider avec mes mélanges spéciaux, n'ayant presque plus besoin de les déguiser. Désormais, il avalait tout ce que je disais être un médicament désespéré pour un remède qui ne viendrait jamais. C'est à cette époque, avec Auguste, déjà assez affaibli, que je décidais qu'il était temps que Claire revienne. Elle avait maintenant 11 ans, 3 ans de plus que lorsqu'elle avait fui. Elle était plus grande, plus forte, à la fois physiquement, émotionnellement. Grâce aux soins de mademoiselle Zélie, elle avait appris à lire, écrire correctement, de nouvelles plantes médicinales, de nouveaux petits charmes, prières que la vieille guérisseuse lui avait enseignés. « Es-tu sûre que c'est sûr ?» me demanda mademoiselle Zélie quand je mentionnais l'idée. Il est encore lucide, peut encore être dangereux, il est trop faible pour être une menace physique. Répondis-je, il peut à peine se lever seul. Et il est important que Claire voie ce qui lui arrive, qu'elle comprenne, qu'elle reçoit justice, que le monstre qui lui a fait du mal paie pour ses crimes. Mademoiselle Zélie ne semblait pas entièrement convaincue, mais respecta ma décision. Claire, de son côté, se montra appréhensive, mais résolue. Je n'ai plus peur de lui. Maman, dit-elle, alors que nous emballions ces quelques vêtements dans un baluchon, mademoiselle Zélie m'a appris que la peur donne du pouvoir aux autres sur nous. Il n'a plus de pouvoir sur moi. She is morte. Venant d'une enfant qui n'avait pas encore 12 ans, me touchèrent profondément. Ma fille avait trouvé une force intérieure que moi-même je développais encore, peut être pensée. Avait-elle appris des leçons encore plus précieuses de mademoiselle Zélie que je ne l'imaginais? Quand nous rentrâmes à la maison, Auguste était au lit. Comme il passait la plupart de ses jours maintenant, il nous entendit entrer à plat avec cette voix déjà affectée par les tremblements. « Éléonore, c'est toi ?» Nous entrâmes dans la chambre, Claire un pas derrière moi, tenant fermement ma main. Les yeux d'Auguste s'élargirent quand il la vit, un mélange d'émotions passant à travers eux. Surprise, peur, oui, peur, notai-je avec satisfaction, peut être même honte. Bonjour, oncle Augustin, dit Claire, sa voix claire, ferme, sans le moindre tremblement. Il détourna le regard, incapable de faire face à ses yeux bleus qui l'accusaient certainement en silence.
les parents l'ont-ils laissé revenir, demanda-t-il, s'adressant à moi, évitant de regarder directement Claire. Oui, répondis-je simplement. J'ai pensé qu'il était temps. Claire me manquait. Moi, je lui manquais. Il ne répondit pas. Hocha juste la tête, ses yeux fixés sur ses propres mains tremblantes posées sur la couverture. À partir de ce jour, une nouvelle dynamique s'établit dans notre maison. Claire aidait avec les tâches ménagères, s'occupait du jardin avec moi, observait parfois quand j'aidais Auguste avec des tâches de base comme manger, s'habiller, s'élaver. Elle ne restait jamais seule avec lui, non par peur maintenant, mais par choix, la nuit. Après que Auguste dormait, souvent avec l'aide d'une tisane calmante que je préparais, Claire et moi parlions à voix basse, dans la cuisine ou sur le porche sous les étoiles. « Eschek Wilmert, maman ?» me demanda-t-elle une de ces nuits, quelques mois après son retour. Je considérais mentir, la protéger de la vérité complète, mais décider qu'elle méritait l'honnêteté, pas exactement ma fleur. Il change. Son corps échoue progressivement, mais son esprit reste lucide. Il ressent dans sa chair ce que c'est d'être emprisonné, impuissant, à la merci des autres. Claire resta silencieuse longtemps, traitant mes mots, comprenant leurs implications. C'est comme ce que mademoiselle Zélie dit. L'équilibre, dit-elle enfin. Chaque action génère une réaction égale. Chaque mal finit par revenir à celui qui l'a causé. Oui, acquiesçai-je, émerveillé par sa sagesse prématurée. C'est exactement ça. Les années continuèrent à passer. L'état d'Auguste se détériora progressivement. Au 5e an de mon retour, il ne pouvait plus marcher seul, ayant besoin d'aide même pour aller de la chambre au salon. Ses bras, bien qu'encore fonctionnels, avaient perdu la plupart de leur force, capables à peine de tenir une cuillère sans renverser le contenu. Sa parole commença à être affectée, les mots sortant brouillés, parfois incompréhensibles. Je commençais à le laver, l'habiller, le nourrir à la bouche, comme on le fait avec un petit enfant ou une personne très affaiblie dans chaque geste d'apparence soignante. Je murmurais à son oreille « Aimes-tu être emprisonné dans ce corps ?» Auguste, dépendant des autres pour tout, sans contrôle sur rien, touché, sans pouvoir refuser. C'est ce que Claire a ressenti ce jour-là, impuissante, violée, sans choix. Ses yeux me fixaient avec colère, avec peur, avec compréhension, enfin, de ce qui se passait. Mais que pouvait-il faire qui croirait un homme malade peut être délirant contre la belle-sœur dévouée qui s'occupait de lui avec tant d'abnégation. Je devins connue dans la région comme un exemple de mon altruisme, ma charité chrétienne. Madame Éléonore est une sainte, disaient les voisins, s'occuper de son beau-frère si longtemps, avec tant de dévouement. S'il savait seulement la vérité, Claire grandit forte, en bonne santé, malgré tout ce qu'elle avait traversé. Elle était une adolescente sérieuse, mûre, au-delà de ses années, avec une connaissance des plantes médicinales qui rivalisait avec la mienne. Elle commença à m'aider dans ma petite affaire de remèdes maison qui soutenait maintenant notre foyer, puisque Auguste ne pouvait plus travailler
À un moment donné, au 7e an, quand Claire avait déjà 15 ans, je pris une décision. Je pense qu'il est temps de lui dire la vérité complète, dis-je à mademoiselle Zélie, lors d'une de mes visites régulières, sur ce que nous faisons, sur comment nous traitons vraiment Auguste, la vieille guérisseuse, maintenant encore plus ridée, ses cheveux complètement blancs, me regarda avec ses yeux qui semblaient voir à travers l'âme. Es-tu sûre? C'est un lourd fardeau à placer sur les épaules d'une jeune femme. Elle sait déjà, d'une certaine manière, répondis-je. Elle est trop intelligente pour ne pas avoir relié les points. Je pense qu'elle mérite de savoir qu'elle reçoit justice. Que nous ne regardons pas juste une maladie naturelle, suivre son cours. Mademoiselle Zélie hocha lentement la tête. Peut être utile en effet tant, mais fais attention aux mots que tu choisis. Il y a une ligne fine entre la justice, la vengeance, entre la force, la cruauté. Claire forme maintenant sa vision du monde. Tu es son principal modèle. Cette nuit-là, après que Auguste fut profondément endormi, j'appelais Claire sur le porche. La lune était pleine, éclairant la cour de sa lumière argentée, créant des ombres allongées des arbres, des buissons. J'ai besoin de te dire quelque chose d'important. Commessage, m'asseyant à côté d'elle sur le banc en bois que Josué avait fait il y a tant d'années, une des rares choses qui restaient encore de lui à propos de l'oncle Auguste, demanda-t-il, toujours perspicace. Oui, confirmai-je, à propos de sa maladie, qui n'est pas vraiment une maladie. Claire resta silencieuse, attendant que je continue. Elle ne semblait pas surprise. Te souviens-tu quand nous sommes restés chez mademoiselle Zélie, après avoir fui d'ici? Demanda-je, bien que je savais qu'elle s'en souvenait. Tu ne le savais probablement pas à l'époque. Mais pendant que tu dormais, j'ai appris des choses d'elle, des choses sur les plantes, sur leur pouvoir, sur comment elles peuvent guérir, causer d'autres effets. Claire continua in silence. Ses yeux, fixés sur les miens, quand je suis revenue ici, dans cette maison, j'ai apporté avec moi un savoir spécifique. J'ai aussi apporté certains ingrédients, certains mélanges que mademoiselle Zélie m'a appris à préparer. Tu l'empoisonnes, dit-elle. Enfin, pas comme une question, mais comme une confirmation de quelque chose qu'elle savait déjà, pas pour le tuer, clarifiai-je rapidement, pour le transformer, pour faire échouer son corps progressivement, tout en laissant son esprit lucide pour qu'il ressente ce que c'est d'être emprisonné, impuissant, sans contrôle sur son propre destin, pour qu'il ressente dans sa chair ce qu'il t'a fait ressentir ce jour-là. Claire absorba mes mots, son visage sérieux, contemplatif. Donc c'est pourquoi tu mets cette poudre dans sa nourriture, ces médicaments. Elle savait vraiment, ou du moins avait soupçonné depuis un certain temps. Oui, admis, c'est un mélange spécial fait avec un savoir que peu possèdent. Il agit lentement, sans tuer, juste en transformant, ciò fonctionne, observe T.L. Il peut à peine bouger maintenant, a besoin d'aide pour tout. C'était l'objectif, confirmai-je. Je ne voulais pas qu'il meure rapidement, ce serait trop miséricordieux.
Je voulais qu'ils comprennent vraiment ce que c'est d'avoir le contrôle retiré, d'avoir son corps utilisé contre sa volonté. Claire resta silencieuse longtemps, regardant juste la pleine lune. Quand elle parla, enfin, sa voix avait une maturité qui me surprit. Mademoiselle Zélie m'a dit un jour que la justice sans compassion devient juste une autre forme de cruauté, que nous devrions chercher l'équilibre, pas seulement la vengeance. Je sentis quelque chose d'étrange dans ma poitrine. Hunt, doute. Je ne pouvais pas dire, et j'étais trop loin des mandages. Véritablement intéressée par sa réponse, elle considéra la question soigneusement avant de répondre. Je ne sais pas, maman. Il a fait quelque chose de terrible, quelque chose d'impardonnable. Il mérite une punition, mais je me demande aussi combien de temps cette punition doit durer. Quand est-ce assez? Quand la justice se transforme-t-elle en quelque chose d'autre, de plus sombre? Je n'avais pas de réponse à ces questions. C'étaient les mêmes qui me hantaient parfois lors des nuits sans sommeil, quand je restais allongée à écouter les gémissements de douleur d'Auguste dans la pièce d'à côté. Quand j'avais commencé, j'étais si certaine, si sûre de la justice de ce que je faisais. Mais maintenant, voyant cette sagesse dans les yeux de ma fille, quelque chose en moi commença à changer. Tu as raison. Ma fille, répondis-je enfin, il y a une ligne qui divise la justice, la vengeance. Peut être l'ai-je franchie il y a longtemps, mais je ne sais plus comment m'arrêter. Claire prit mes mains entre les siennes, les mains d'une jeune femme qui connaissait déjà tant de la dureté de la vie. Nous pouvons trouver un chemin ensemble. Maman, dit-elle, pas pour lui pardonner, jamais ça, mais pour nous libérer. Dans les semaines suivantes, je réduisis progressivement les doses de la préparation dans la nourriture d'Auguste. Pas assez pour qu'il s'améliore. Le dommage était déjà permanent, mais au moins pour qu'il n'empire pas plus rapidement. Claire, à sa manière silencieuse, observatrice, commença à aider à s'occuper de lui, non par affection, ni pardon, mais par une compréhension plus grande que celle que j'avais à ce moment, que devenir comme lui, cruel, sans pitié, serait la véritable défaite. Au 10e an, après mon retour, quand Claire avait déjà 18 ans, Auguste était complètement incapacitated. Son corps, autrefois fort, dominateur, n'était plus qu'une prison de chair inerte. La seule cruauté qui restait était son esprit, parfaitement lucide, emprisonné dans ce corps qui n'obéissait plus. Une punition que je réalisais tardivement était parfaitement adaptée à son crime. C'est à cette époque que mademoiselle Zélie tomba malade. À presque 90 ans, son corps fatigué commençait enfin à faiblir. Claire, moi, passions des journées entières à nous occuper d'elle, rendant une fraction de ce qu'elle avait fait pour nous. Tu as fait ce que tu devais faire. Éléonore, me dit-elle un de ces derniers jours, sa voix faible, mais portant encore cette sagesse ancestrale, ne te blâme pas d'avoir protégé ta fille, mais souviens-toi que la véritable vengeance n'est pas de faire souffrir l'autre, c'est de bien vivre malgré lui. Mademoiselle Zélie partit une nuit de pleine lune, exactement comme elle l'avait prédit, Elisa Samaison, son savoir à nous, ses héritières spirituelles. Quand nous revînmes des funérailles, nous trouvâmes Auguste mort aussi,
Le voisin que nous avions engagé pour s'occuper de lui en notre absence dit qu'il avait simplement cessé de respirer dans son sommeil. Il n'y avait pas de souffrance, pas de drame, juste une fin silencieuse à une vie qui avait causé tant de mal, regardant son visage sans vie. Je ressentis un étrange vide. Il n'y avait plus de colère, ni de satisfaction dans sa mort, juste du soulagement, comme si un poids que je ne savais même pas porter était enfin retiré de mes épaules. Nous eûmes un enterrement simple. Quelques voisins apparurent, plus par curiosité que par deuil. Le père Étienne donna un sermon générique sur la miséricorde divine. Personne, Zaufnus, ne savait la vérité sur qui il était vraiment, sur ce qu'il avait fait, sur comment il avait payé pour ses crimes après sa mort. Claire, moi, déménageâmes définitivement dans la maison de mademoiselle Zélie. C'était un nouveau départ, libre des ombres du passé. Claire assuma le rôle de guérisseuse locale. Son don était indéniable. Je l'aidais. Mais de plus en plus, c'était elle qui menait, qui recevait les gens cherchant la guérison des Skonzaels, du réconfort, avec le temps. Claire épousa un jeune homme gentil de la région. Ils eurent des enfants qui grandirent en entendant des histoires sur les plantes, sur les remèdes, sur le respect de la nature. Des plus faibles, nous ne leur racontâmes jamais l'histoire complète de leur grand-oncle Auguste. Certaines histoires n'ont pas besoin d'être perpétuées. Quant à moi, Yenameramari Yamais, non par amertume ni méfiance, mais parce que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin, ma fille, mes petits-enfants, mon savoir, ma paix. Et peut être d'une manière étrange, Auguste m'enseigna ma leçon la plus précieuse, que la véritable force n'est pas dans la domination, la contrôle, le fait de blesser, mais dans la résistance, la survie, la transformation. Aujourd'hui, à 86 ans, assise sur ce porche, partageant cette histoire, pour la première fois en presque un demi-siècle. Je ne peux pas dire si ce que j'ai fait était juste ou faux. Je ne sais pas si la justice que j'ai cherchée a vraiment été obtenue ou si j'ai juste créé une autre forme de violence. Tout ce que je sais, c'est que j'ai protégé ma fille de la seule manière que je pouvais dans le monde qui existait à cette époque. Et si vous écoutez ceci, peut être... est-ce parce que vous avez besoin d'entendre que parfois nous devons nous battre avec les armes que nous avons pas avec celles que nous souhaiterions avoir, que parfois le monde n'offre pas de sortie propre, de choix parfait, que parfois tout ce que nous pouvons faire est le moins pire, avancer, portant nos cicatrices avec dignité. C'était mon histoire, la vérité que j'ai gardée pendant tant de décennies, une histoire de douleur, oui, mais aussi de rédemption, de comment une femme simple des montagnes, sans éducation formelle, sans pouvoir, sans voix, trouva des moyens de survivre, de protéger les siens, de construire sa propre justice dans une société qui fermait les yeux sur la souffrance des femmes, des enfants. Je ne la partage pas comme un exemple à suivre, mais comme un témoignage d'une époque différente, de choix impossibles, de chemins tortueux que nous sommes parfois forcés de parcourir. Et maintenant que vous la connaissez, elle est aussi à vous. Merci de m'avoir écouté, mes chers.
si vous avez aimé cette histoire. N'oubliez pas de mettre un petit cœur sur cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour recevoir nos histoires en premier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette histoire vraie de ma vie. À la prochaine fois. Une pause, un souffle